Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien, ainsi que tous les membres de votre famille. Allah yarham موتانا. Allah يشفي مرضانا. Allah يسهل علينا. Et n'oubliez pas une chose importante, restez chez vous. Restez chez vous parce que les jours à venir sont cruciaux. Et j'espère que vous vous porterez tous bien d'ici là. Dans le cadre de nos cours et accompagnement scolaire et formation et partage d'informations, aujourd'hui j'ai décidé de traiter un sujet important qui nous concerne tous, que vous soyez étudiant, que vous soyez chef d'entreprise, que vous soyez responsable de ressources humaines, que vous soyez financier, que vous soyez père de famille, vous avez toujours un budget à gérer. Donc aujourd'hui, nous allons voir quel est l'intérêt de la mise en place de la démarche budgétaire, comment est-ce qu'elle est mise en place, comment est-ce qu'elle est analysée. Alors, la démarche budgétaire s'inscrit dans le cadre d'un système d'information qui va alimenter le contrôle de gestion. Permettez-moi de définir le contrôle de gestion. Alors, le contrôle de gestion est un ensemble d'informations, c'est pour ça qu'on l'appelle système d'information. C'est un outil principal de prise de décision qui permet aux dirigeants d'entreprise, donc à toute organisation, de savoir si les moyens dont elle dispose ont été utilisés avec efficacité et efficience. Et là, permettez-moi de vous expliquer ces deux notions d'efficacité et efficience. Une entreprise efficace, une organisation efficace, quelqu'un qui fait un travail efficace, c'est quelqu'un qui atteint ses objectifs. Ok? Ça veut dire je suis efficace lorsque j'atteins mes objectifs. Je suis efficient lorsque je vais être efficace, donc je vais atteindre mes objectifs, mais à moindre coût. Je donne un exemple. Nous sommes deux personnes. Ok? Nous avons, alors il y a une personne A et une personne B. Tous les deux habitent à Casablanca et tous les deux ont une réunion demain matin à 11h à Marrakech. Ok? La personne A va prendre sa voiture, se réveiller le matin, va prendre sa voiture et arriver à Marrakech avant 11h pour la réunion. À 11h, la réunion démarre, la personne A est arrivée à sa réunion, elle a atteint ses objectifs. Pour pouvoir se déplacer et arriver à cette réunion à Marrakech, elle a utilisé ses propres moyens, sa voiture, entre le fuel, aller-retour, le péage de l'autoroute, etc., l'amortissement de la voiture, la consommation d'huile, etc. On va supposer qu'elle a dépensé 800 dirhams. La personne B est arrivée à sa réunion à 11h. Elle a atteint ses objectifs, c'est être présente pour la réunion. Sauf qu'elle a utilisé des moyens de transport en commun, elle a pris le train, et donc elle a consommé pour ce déplacement 400 dirhams. Cela signifie que la personne A est efficace. Elle a atteint ses objectifs. La personne B est aussi efficace. Elle a atteint ses objectifs. Elles sont toutes les deux arrivées à leur réunion. Sauf que la personne B est beaucoup plus efficiente car pour atteindre son objectif qui est d'arriver et assister à cette réunion, elle a dépensé beaucoup moins d'argent et donc a maîtrisé ses coûts. Et donc c'est ça la différence entre efficacité et efficience. Ok? Donc, effectivement, le contrôle de gestion, alors le contrôleur de gestion n'est pas un gendarme en entreprise, bien au contraire, il est là pour aider tous les départements, toutes les entités, tous les individus de l'entreprise à s'assurer que les moyens ont été utilisés avec efficacité et efficience. Il puise ces informations
d'un certain nombre de données, notamment les éléments de la comptabilité générale. Il va récupérer le chiffre d'affaires, il va récupérer le total de la masse salariale, il va récupérer les achats de matières premières, etc., etc., etc. Il puise aussi ces informations et en général c'est lui qui les met en place lorsque l'entreprise n'en dispose pas d'un certain nombre de calculs adéquats, notamment la mise en place de la méthode d'éco-partielle. Les calculs sont ceux de rentabilité comme ce qu'on avait vu la dernière fois. Il essaie de mettre en place dans la limite du possible un système d'aide à la prise de décision de calcul des coûts par la méthode d'éco complet. Il utilise la démarche budgétaire et il finalise tout ça par la mise en place d'un tableau de bord qui est un ensemble qui regroupe un ensemble d'indicateurs de performance spécifiques à l'organisation, spécifiques à chaque département. Un tableau de bord, c'est comme le tableau de bord d'une voiture, c'est comme le tableau de bord d'un avion. C'est un élément qui regroupe plusieurs indicateurs. D'ailleurs, on a appris à l'école, on utilise les couleurs. Le voyant est vert lorsque l'indicateur est performant et le voyant est rouge lorsque l'indicateur a un problème. Et c'est exactement comme ça que ça se passe. Ça pourrait être en indicateur, ça pourrait être en graphique, ça pourrait être en calcul, sous forme de ratio aussi, etc. Et à partir de ces résultats et de ces indicateurs, il établit un reporting. C'est un rapport. Il est généralement en fonction d'une durée de temps. Il peut être périodique, donc il peut être, c'est en fonction des besoins. Des fois, on a un reporting qui est établi chaque 2 semaines, des fois il est mensuel, des fois il est trimestriel, etc. Mais la périodicité dépend de l'activité de l'entreprise. Donc, la démarche budgétaire est importante. Pourquoi? Parce qu'elle est une source d'informations pour le contrôle de gestion. Elle est aussi une source d'informations pour la direction financière de l'entreprise et pour les dirigeants de l'entreprise. Elle est très importante à mettre en place. Pourquoi? Quand je vais la définir, vous allez comprendre à quoi ça sert et quel est son intérêt principal. Qu'est-ce que la démarche budgétaire ou les budgets? On va commencer par les budgets. Alors, je vais essayer, ce cours, si je dois l'étaler dans le temps, il prendra beaucoup plus de 2 heures. Je vais essayer d'être bref, net, clair et précis. Je vais le répartir en 4 étapes principales. On va définir, c'est en introduction. Après, je vais vous montrer comment établir les budgets, comment les analyser, quelles sont les recommandations à apporter. Donc, budget, comment établir des budgets, analyser, comment les analyser, les recommandations, et après, comment analyser et traiter les écarts. Ok? Alors, les budgets ou la démarche budgétaire. Un budget est défini comme étant un ensemble de données chiffrées prévisionnelles. Budget, prévision. Attention, il y a le temps, et quand on parle de temps, on parle de risque. On va voir dans l'analyse des écarts comment est-ce que l'élément risque est primordial dans la prise de décision. Ok? Donc, le budget, tout budget, est un ensemble de données chiffrées prévisionnelles dont la finalité est d'établir un budget de trésorerie, combien je vais avoir dans mon compte banque et caisse, combien je vais avoir de disponibilité. C'est de finalement élaborer un budget de trésorerie et savoir, ok, si l'entreprise sera en mesure d'honorer ses engagements ou pas. Ok? C'est-à-dire qu'on va voir comment ils seront établis et je vais arriver à la fin et dire en janvier, je vais probablement, c'est des prévisions, selon mes prévisions, je vais avoir une trésorerie positive de 125 000 dirhams. Mais en février, je vais avoir, si mes prévisions correspondent à ce que je vais réaliser, j'aurai un problème, pour ne pas dire autre chose, et j'aurai une trésorerie négative de moins 60 000 dirhams. Donc, avant d'arriver à février, je vais devoir anticiper et trouver des solutions. C'est ce qu'on va voir dans la partie recommandation.
d'exploitation. Donc, un budget est un ensemble de données chiffrées prévisionnelles, qui permettent d'élaborer un budget de trésorerie et de savoir si l'entreprise est en mesure d'honorer ses engagements ou pas, et dans le cas échéant, prendre les décisions qui s'imposent. À tous mes étudiants, à tous les chefs d'entreprise que j'ai conseillés par le passé, moi j'élabore mes budgets selon deux grandes étapes. La première étape, ou le premier type de budget, c'est ce que j'appelle les budgets, selon les réalisations. Donc les budgets de réalisation. Et le deuxième type de budget, c'est les budgets des flux entrants et sortants de trésorerie. Alors, dans ce budget de réalisation, qu'est-ce qu'on va mettre? On mettra le budget des ventes, le budget des achats, le budget des autres achats et charges externes, le budget d'investissement. On peut intégrer le budget de production, si l'entreprise est industrielle, le budget de TVA, pour finaliser tout ça. Et à partir de ces budgets qui ne prennent pas en considération les notions de délai d'encaissement ou de paiement, c'est en fonction de réaliser combien je vais vendre chaque mois. Abstraction faite de quand est-ce que j'encaisserai mes ventes. Combien je vais devoir acheter, combien je vais devoir supporter de charges par mois, combien je vais investir. Si je réalise un investissement en janvier, même si mon fournisseur d'immobilisation m'accorde 180 jours, 6 mois, je vais le mettre au niveau de janvier. Et on va voir comment est-ce qu'on va imputer cela au niveau de mes décaissements. Mon budget de production, combien je vais produire, à quelles conditions de consommation, de main-d'œuvre, etc., etc. Et enfin, mon budget TVA. Et je vais m'attarder beaucoup plus sur le budget TVA pour vous faire un cours sur carrément, parce qu'en élaborant le budget TVA, on apprend comment calculer notre TVA finalement. Et le deuxième type de budget, c'est les budgets des flux entrants et sortants de trésorerie. Et à partir de là, nous allons élaborer notre budget des encaissements, le budget des décaissements et finalement notre budget de trésorerie qui est le résultat des encaissements moins les décaissements, auquel on ajoute bien évidemment la trésorerie initiale, la trésorerie de début de chaque mois. Donc si vous avez compris cela, c'est parfait. Je vais entamer comment est-ce qu'on élabore un budget. Sinon, je vous invite à me poser autant de questions que vous voulez. Alors, un budget, étant donné que mon objectif est de calculer mon budget de trésorerie, et que mon budget de trésorerie dépend de mes encaissements et de mes décaissements. Les encaissements se font en TTC et les décaissements se font aussi en TTC, en toutes taxes comprises. Donc, tous mes budgets seront élaborés en TTC. Je vous donne un exemple. On nous dit que l'entreprise Alpha a vendu ce qui suit. Alors, les quantités vendues, on mettra janvier, février et mars. En janvier, elle a vendu 1000, en février, elle a vendu 900 et en mars, elle a vendu 1200. Au prix de 1200 dirhams. 1200 dirhams par mois. Je vais établir mon budget des ventes. Donc, il sera établi de la sorte, janvier, février et mars. Mes ventes en hors taxe. Pardon.
passé la matinée à dessiner avec mon fils, donc j'ai gardé la main par rapport au dessin. La TVA facturée ou collectée. OK? Et donc, mes ventes en TTC. Et donc, pour le mois de janvier, j'ai vendu 1000 unités à 1200 dirhams. Ça me fait 1 200 000. Pour février, j'ai vendu 900 unités à 1200 dirhams. Ça me fait 1 080 000. Et pour mars, j'ai vendu 1200 unités à 1200 dirhams. Ça me fait 1 440 144. Ok, ma TVA étant de 20%, 20% de 1 200 000, ça fait 240 000. 20 millions de 1 80 000, ça fait 108 216 000. Et 20% de 1 440 000, ça fait 144 288 000. Et donc, mon budget des ventes serait de, en janvier, 1 440 000. En février, 1 296 000. Et en mars, 1 728 000. Voilà comment j'établis un budget. En fonction des réalisations, nous n'avons pas pris en considération les délais d'encaissement des ventes. Attention, cette information ne sera pas utilisée pour l'instant. Je fais mes budgets en fonction de ce que je vais réaliser. OK? Mes ventes de janvier, c'est ma quantité prévisionnelle à vendre, fois le prix de vente hors taxe, et ça me donne le volume du chiffre d'affaires en hors taxe, auquel je rajoute ma TVA, et ça me donne mes ventes TTC. OK? Et c'est ainsi, je ne vais pas m'attarder à élaborer un budget par chaque type de dépenses ou fonction ou utilisation. Donc c'est la même chose. Par exemple, c'est une entreprise commerciale. En janvier, elle a acheté 1100 unités. Et donc, je mettrai 1100 fois le prix d'achat en achat de marchandises hors taxe, auquel je rajouterai ma TVA récupérable sur charge, ma TVA déductible sur ABS, ok, et ça me donnera mes achats TTC. De la même manière, autres achats et charges externes. Ce que je pourrais vous conseiller, mes amis, c'est que lorsque vous avez une charge, ok, qui n'est pas assujettie à la TVA, ok, vous pouvez ne pas l'intégrer directement dans les budgets de réalisation. Notamment, je prendrai par exemple le loyer. Vous pouvez ne pas mettre un budget par rapport au loyer et le mettre directement dans le budget de décaissement en fonction des délais que nous accorde notre fournisseur. De la même manière, on peut intégrer par exemple les salaires dans un budget de production ou dans un budget de masse salariale. Mais ça ne sert à rien, il n'y a pas de TVA que nous allons incorporer. Donc la réalisation de ce budget-là n'interférera pas les résultats de mon budget de TVA. Je peux les mettre de côté ou je peux carrément les avoir, les intégrer directement dans mon budget de décaissement. Alors, si vous n'êtes pas chef d'entreprise et que vous n'allez pas utiliser ce que je suis en train de vous dire sur un plan professionnel, mes étudiants, je vous donne quelques astuces. Lorsque vous traiterez les budgets, s'il vous plaît, essayez toujours d'avoir des stylos de différentes couleurs ou essayez d'avoir des marqueurs pour pouvoir surligner les informations pertinentes. Pourquoi? Parce qu'il y a un certain nombre de données et des fois, on risque d'oublier une information, une ou plusieurs informations et tout est lié. Et si on rate un budget, tous nos budgets seront ratés. Donc, s'il vous plaît, utilisez moi-même quand je corrige les exercices ou quand je crée des exercices, j'utilise des marqueurs pour surligner toutes les informations. Lorsque je prends une information, je l'utilise, je calcule son budget, je la surligne. Etc., etc. Différentes couleurs. Pourquoi? Parce que je vais utiliser les ventes pour établir mon budget de vente.
mais je vais utiliser les informations complémentaires pour pouvoir passer d'un budget des ventes à un budget d'encaissement. Et là, je vais vous expliquer, pour ne pas effacer le tableau, avant de faire le budget de TVA, je vais vous expliquer comment est-ce qu'on passe d'un budget de réalisation à un budget de trésorerie. Ok, donc, on a dit que pour pouvoir avoir réalisé notre budget de trésorerie, nous allons réaliser un budget d'encaissement. Qu'est-ce qu'un budget d'encaissement? C'est toutes les données prévisionnelles qui se transformeront en flux entrant de trésorerie. Tout ce qui me permettra de faire entrer de l'argent. Ok? Et le décaissement, c'est l'ensemble des flux sortants de trésorerie. Alors, comment est-ce que ces ventes-là vont alimenter mon budget d'encaissement? Donc, un budget d'encaissement regroupe un certain nombre d'informations. Qu'est-ce qu'on va avoir? Qu'est-ce qui se transforme en flux entrant de trésorerie? Mes ventes, parce que je les encaisse. Les créances clients, c'est-à-dire les clients à qui j'ai vendu avant la période de l'élaboration, jusqu'à novembre-décembre de l'année précédente, et donc le règlement ne se fera que dans cette période-là. Donc j'encaisse aussi les créances clients. Qu'est-ce qui se transforme aussi en flux entrant de trésorerie? Ok? Si j'ai des produits financiers, j'ai prêté l'argent à quelqu'un et il me rembourse, l'annuité en elle-même est un rentre. Et l'annuité est composée de quoi? De la partie de l'amortissement du capital, donc de la partie du capital prêté qui me sera remboursé, majoré de mes charges d'intérêt. Ok? Donc le prêt, lorsque moi je joue le rôle de bailleur de fonds, lorsque l'entreprise prête de l'argent à un salarié, à une autre entreprise, à. Donc c'est un flux entrant de trésorerie. Ok? Donc, par exemple, là, lorsque je vais chercher les informations complémentaires de mon organisation, et je vais demander à mon directeur commercial quelle est la stratégie commerciale adoptée, il me dit que 30% de mes clients sont des particuliers, ok? C'est du B2C, Business to Customer, donc ils payent au comptant, donc 30% au comptant, ok? Et 70% sont des distributeurs et des revendeurs qui me payent à 30 jours, et donc 70% à 30 jours. Donc à partir de là, comment est-ce que mon budget des ventes, ok, se transformera en budget des encaissements? Budget des encaissements. Janvier, février, mars et donc le reste. Et je mettrai les ventes au comptant. Alors j'ai deux manières de présenter cela. Soit que je mets vente de janvier, vente de février, vente de mars, ou je mets carrément vente au comptant et vente à 30 jours. S'il vous plaît, les encaissements, comme j'ai dit au départ, se font toujours en TTC. Donc, pour alimenter mon budget d'encaissement et de décaissement, je prendrai toutes les informations en TTC. Ok. Et donc, je sais que 30% des ventes de janvier seront encaissées en janvier. Ok. 1 440 000 fois 30%. Et ça me fait 432 000. Et les 70% des ventes de janvier seront encaissées quand? À 30 jours. Donc, les 70% de 1 440 000 seront encaissés en février. Et ça me fait
1 million 8 000. Ok. S'il vous plaît, lorsque vous arriverez au budget des encaissements et des décaissements, rappelez-vous toujours qu'il y a un effet d'escalier. Ok? Un effet d'escalier dû au décalage, ok? Dû au délai de paiement ou de règlement ou de paiement. Ok? D'encaissement ou de décaissement. Donc, de la même manière, mes budgets, mes ventes de février, qui sont de 1 296 000, 30% seront encaissés le mois même, donc en février, 388 800. Et les 70% seront encaissés quand? En mars, 907 200. Mes ventes de mars, 1 728 000. 30% seront encaissés le mois même. Donc en mars, 518 400. Et le reste, 1 728 000 fois 70%, c'est 1 209 600 qui seront encaissés ultérieurement en avril. Ok? Et bien sûr, à cela s'ajoutera l'emprunt lorsqu'il est accordé, lorsqu'il est transformé en flux entrant de trésorerie, par exemple, lorsque c'est moi qui joue le rôle de la banque, de bailleur de fonds, ou encore les créances clients, ou tout autre élément qui se transforme en flux entrant, et finalement, j'élabore mon total des encaissements. Et c'est exactement de la même manière que je vais élaborer mon budget de décaissement. Et dans mon budget de décaissement, je trouverai, mon budget de décaissement regroupera tous les éléments qui se transforment en flux sortant de trésorerie. Je trouverai mes achats de matières premières si je suis une entreprise industrielle, mes achats de marchandises si je suis une entreprise commerciale, les deux si je suis une entreprise commerciale et industrielle à la fois, mes autres achats et charges externes, ok, qui regrouperont tout ce qui est achat non stocké, eau, électricité, ma publicité, mon loyer, mon assurance, mon entretien et réparation, mes achats de fournitures de bureau, mes achats de combustible, toutes les charges. Ok? Auxquelles je rajouterai mes salaires. Ok, auquel je rajouterai les charges sociales. Tout ce que l'entreprise sort, règle, paye comme dépense. Je rajouterai à cela la TVA à payer mensuelle, si l'entreprise opte pour une TVA mensuelle. Je rajouterai à cela le paiement des annuités d'un emprunt. Le contraire, ça c'est un emprunt que moi, j'ai accordé à quelqu'un ou à une organisation, et dans le budget de décaissement, je trouverai que l'emprunt que moi, j'ai contracté auprès d'une banque ou auprès d'une institution, et donc que je rembourse. Auquel on trouvera les dettes fournisseurs qui correspondent à des informations, à des achats et autres charges que j'ai réalisées en décembre, en novembre de l'année précédente, et par rapport au délai que m'accordent mes fournisseurs, je ne paierai qu'en janvier, février ou mars ou whatever. Ok? Alors, lorsque vous établissez vos budgets d'encaissement et de décaissement, vous allez vous baser sur des informations complémentaires qui vous donnent les éléments vous permettant de savoir à quel moment vous allez payer. Il y a deux éléments, il y a deux informations, il y a deux postes comptables. Donc la loi, ok, décide du paiement. Le premier, c'est la TVA. Ok? La TVA de janvier est payée en février. Ok? La TVA de février en mars, la TVA de mars en avril, etc. Lorsqu'elle est mensuelle. Lorsqu'elle est trimestrielle, la TVA du premier trimestre, janvier, février, mars, est payée en avril, etc., etc., etc. Et les charges sociales. Les deux éléments qui sont décalés toujours d'un mois sont la TVA
et les charges sociales. Pourquoi? Parce que les charges sociales de janvier sont payées en février, celles de février en mars, etc. etc. Et aussi l'IS, on connaît tous le paiement en 4 tranches. Ok? Donc, l'impôt, les charges sociales et plutôt la TVA et l'IS, et les charges sociales. Ok? Et donc, s'il vous plaît, réalisez, effectuez vos budgets de réalisation. Combien je vais vendre, combien je vais acheter par mois, et valoriser, valoriser. Prenez les quantités fois les prix unitaires, etc. Donc mon budget des ventes, mon budget des achats, mon budget des autres achats et charges externes, mon budget d'investissement, mon budget de production, mon budget des salaires, vous pouvez le faire aussi, et enfin mon budget de TVA. Et je vais vous faire un petit rappel sur le calcul de la TVA. J'avais dit la dernière fois que la TVA est un impôt indirect. Pourquoi est-ce qu'il est indirect? Parce qu'on ne le paye pas directement à l'État. Le consommateur final ne le paierait pas à l'État. Sinon, si la TVA aurait été un impôt indirect, pour acheter, était un impôt direct, pardon, pour acheter ce marqueur à 10 dirhams, alors j'irai à la librairie, je lui donnerai 10 dirhams, il me donnera un bon, je vais aller en courant, ok, au service impôt, payer les 2 dirhams d'impôt, revenir chez la librairie et remettre au libraire mon reçu de paiement de la TVA pour me remettre mon marqueur. On passera tout le temps devant... Bref, c'est pas possible. Et donc, la TVA est un impôt indirect. Pourquoi? Parce qu'il est supporté par le consommateur final et versé à l'État par l'intermédiaire des entreprises. Donc, la TVA est un impôt indirect, taxe sur la valeur ajoutée, ok? Toute la valeur que crée l'entreprise, ok? Toute la valeur que crée l'entreprise, elle va devoir imputer un impôt dessus. Cet impôt, la TVA ne représente jamais une charge pour l'entreprise. Pourquoi? Parce qu'elle est supportée par le consommateur final. L'entreprise collecte, récupère la TVA sur ses ventes, supporte la TVA sur ses achats et ses autres charges et verse à l'État la différence. Et finalement, la différence, c'est quoi? Comme ce qu'on a vu la dernière fois quand on a établi l'analyse du compte de résultat par les soldes intermédiaires de gestion. C'est quoi? C'est le chiffre d'affaires moins les consommations intermédiaires. Et donc finalement, c'est quoi? C'est la valeur ajoutée. C'est la richesse que je crée. Donc, je vais devoir imposer un impôt sur mes ventes, mais moi, je vais supporter un impôt sur la valeur que je crée. Ok, donc pour établir un budget de TVA, ok, encore une fois, janvier, février et mars, qu'est-ce qu'il y a? Je mettrai ma TVA collectée. C'est ma TVA qui est facturée. J'ai ma TVA récupérable sur charge. C'est la déductible sur ABS. Je donne les appellations selon le plan comptable marocain et selon le plan comptable français. J'ai ma TVA récupérable sur immobilisation. C'est la déductible sur IMO. Ok? Et je sais que ça, la TVA collectée, moins la TVA récupérable sur charge, moins la TVA récupérable sur immobilisation, me donnera la TVA à payer, qui est la TVA à décaisser. Si ma TVA collectée, moins ma TVA récupérable sur charge, moins ma TVA récupérable sur immobilisation est supérieure à 0, cela signifie que j'ai une TVA à payer. Mais si je calcule ma TVA que j'ai facturée, supposons que ce que j'ai facturé est inférieur à ce que j'ai récupéré. Ce que j'ai collecté, ok, est inférieur à ce que j'ai supporté. Ça veut dire que tout simplement, je n'ai pas de TVA à payer, mais
j'ai une créance envers l'État. L'État, alors, il me dit, je ne te rembourse pas. Ok? Je ne te rembourse pas ta TVA. Bon, il y a des conditions spécifiques pour le remboursement de TVA. Ce n'est pas l'objet du cours d'aujourd'hui. Ok? On pourrait traiter ça dans le cadre d'un cours de fiscalité, si vous le souhaitez. Mais l'État me dit, je ne te rembourse pas. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas imputer ce crédit de TVA sur les mois à venir. Ok? Ok? Donc, si c'est inférieur à 0, ça devient O, elle est égale à crédit de TVA à reporter. C'est pour cette raison que nous allons intégrer dans notre formule moins crédit de TVA antérieur. Ça veut dire que, vous savez quoi? C'est très important. On va faire un petit exemple avec des chiffres et des valeurs. Je sais que je vais vous prendre plus de temps, mais la notion de TVA est très importante et beaucoup de personnes ont du mal à comprendre le mécanisme du calcul de la TVA. Donc on va le faire. Alors, supposons qu'en janvier, j'ai une TVA collectée de 2000. J'ai une TVA déductible sur ABS de 600. J'ai une TVA déductible sur IMO de 800. Je n'ai pas de crédit de TVA antérieur et je n'ai pas d'information sur la TVA de décembre. Ok, donc je vais calculer. TVA collectée, moins TVA déductible sur ABS, moins TVA déductible sur IMO. 2000 moins 600 moins 800, ça me donne 600. C'est ma TVA à décaisser. Du mois de janvier, que je mettrai dans mon budget des décaissements en février, parce que je la paye entre le 15 et le 31 du mois suivant. Ok? Au Maroc. En France, c'est entre le 15 et le 24 du mois suivant. Ok? TVA à décaisser, elle est de 600 unités, 600 dirhams. Supposons que ça c'est en janvier. En février, voilà les informations que j'ai. TVA collectée, 1800. TVA d'aide sur ABS, 800. TVA d'aide sur IMO, 1200. Ma TVA à décaisser, elle est égale à moins 200. Donc ce n'est plus une TVA à décaisser, mais ça devient un crédit de TVA à reporter. Mars. TVA collectée, 3000. Déductible sur ABS, 1000. Déductible sur IMO, 600. Ma TVA à décaisser, elle est de 3000 moins 1600, ça fait 1400. De cette TVA à décaisser, je vais retrancher moins crédit TVA antérieur, 200. Donc je ne vais pas verser à l'État 1400, mais je ne vais lui verser que 1200 finalement. Pourquoi? Parce que je vais intégrer les 200 euros, 200 dirhams que j'ai en crédit de TVA envers l'État. Et donc c'est pour cette raison que lorsque ma TVA à payer, à décaisser d'un mois est négatif, je la pose dans une ligne que j'appelle le crédit de TVA antérieur. Ce même crédit de TVA antérieur est reporté dans la ligne crédit de TVA antérieur pour le mois suivant. Par exemple, j'ai calculé ma TVA de janvier et que j'ai trouvé que c'était 600, je mettrai ici 600 en TVA à payer. Je l'ai calculé en février, elle était de moins 200.
je ne la mettrai pas ici, je la mettrai dans la partie où il y a du rouge. 200 ici. OK? Et automatiquement, je la reprendrai. Ça va être, alors, noir, rouge et bleu. Bleu, rouge et noir. Janvier, on a dit qu'elle était de 600. Je mettrai ici 600. Février, moins 200. Je mettrai ici 200, sans le moins. Hein. Et ces 200-là seront reportés ici, en mars, pour finalement me donner une TVA à décaisser de 1200. Voilà comment est-ce que nous allons nous élaborons alors un budget de TVA. Alors, revenons à... Maintenant, nous allons traiter, nous sommes arrivés à la deuxième partie de ce cours qui est l'analyse des budgets. Une fois que nous avons réalisé nos budgets, ok? Et donc, la finalité de nos budgets, c'est quoi? C'est le calcul et la réalisation de notre budget de trésorerie. Un budget de trésorerie, janvier, février, mars, whatever, est calculé de la sorte. J'ai ma trésorerie initiale, donc c'est ma trésorerie début de mois. Plus mes encaissements, mes décaissements. On n'est pas en mode avion. Si. Moins mes décaissements nous donne final. Trésorerie fin de mois. Ok. À quoi correspond ma trésorerie début de mois? Elle correspond à ma trésorerie initiale. Ok. Vous avez 1000 dirhams en poche. Vous êtes sorti, vous avez dépensé 600 dirhams en poche. Vous êtes rentré chez vous, il vous reste 400 dirhams en poche. Le lendemain, vous allez vous réveiller, vous avez combien d'argent? Vous avez 400 dirhams. Donc la trésorerie début de mois ou la trésorerie initiale correspond à la trésorerie fin de mois ou la trésorerie finale du mois précédent. Donc pour janvier, c'est mes disponibilités que j'avais à fin décembre. Ok. Donc, ma trésorerie début de mois, auquel je rajoute mes encaissements qui représentent l'ensemble des flux entrants de trésorerie, moins mes décaissements qui représentent l'ensemble des flux sortants de trésorerie, me donne ma trésorerie de fin de mois. Cette même trésorerie, ok, devient la trésorerie initiale du mois suivant. Etc., etc. Maintenant, comment analyser les résultats obtenus à partir de notre budget de trésorerie? Et c'est l'objectif de la mise en place de cette démarche budgétaire qui est d'anticiper au cas où il y a problème, ok, et trouver des solutions. Alors, supposons que ma trésorerie ici, elle est de 120 000 dirhams. Ma trésorerie ici est de 45 000 dirhams, moins 45 000 dirhams, et ma trésorerie ici est de 72 000 dirhams. Lorsqu'on va établir ces budgets, on va dire que pour le mois de janvier, j'aurai une trésorerie excédentaire qui est de 120 000 dirhams. C'est très bien, c'est parfait. Je pourrais même conseiller à l'entreprise de placer cet excédent de trésorerie dans des éléments à forte valeur ajoutée à court terme, afin de maximiser ses profits, notamment aller acheter des actions à titre spéculatif, ok, et pour maximiser mes profits et plus de résultats. Mais maintenant, moi j'établis mes budgets en novembre. En février prochain, selon mes prévisions, je risque d'avoir une trésorerie négative de moins 45 000 dirhams. Je vais devoir anticiper et trouver des solutions pour régler les moins 45 000. Qu'est-ce que je vais faire? Je pourrais aller je vais aller décortiquer mes décaissements, par exemple,
de février et voir s'il n'y a pas un élément sur lequel je pourrais négocier, notamment un fournisseur avec qui je pourrais négocier un délai plus long et de lui dire s'il te plaît, au lieu de te payer les 100% en février, je te paye une partie en février, une partie en mars, une partie en avril. Ok, ou je pourrais aller négocier des délais plus courts avec les clients. Au lieu de me payer sur 30 et 70, payez-moi en 50-50. Ok, donc, principalement, je vais essayer de réduire les délais accordés aux clients et négocier des délais plus longs avec mes fournisseurs. Si ces éléments ne sont pas valables, si je ne peux pas, j'ai des conditions commerciales qui ne me permettent pas de négocier cela. Je vais tout simplement voir la situation de ma trésorerie sur l'année, sur la période. Là, je vois qu'elle est négative en février et elle repasse au vert en mars. Ça veut dire que le problème est temporaire. Il est à très court terme. Il est qu'en février. Je ne vais pas aller négocier un emprunt à durée longue sur le temps, et donc un emprunt bancaire, mais je pourrais négocier des concours bancaires. Je pourrais négocier une facilité de caisse. Ok? Pourquoi ne pas négocier un emprunt sur 2-3 ans? Parce que le problème n'existe qu'en février. Ok? Et il sera dépassé en mars, donc un concours bancaire, même s'il est cher, mais je vais devoir payer des charges d'intérêt, ok, pour quelques jours, en attendant de passer au bleu. Donc au vert plutôt. Donc s'il vous plaît, comment est-ce qu'on analyse ces budgets? C'est lorsque la situation de la trésorerie est positive, on dit que c'est très bien, on peut éventuellement songer à placer l'excédent de trésorerie pour ne jamais laisser l'argent dormir. Ok? Lorsque la trésorerie est négative, ok, on a deux solutions. Les deux solutions les plus répandues. Soit qu'on va négocier, revoir notre stratégie commerciale et donc réduire les délais accordés aux clients et négocier des délais plus longs avec les fournisseurs, ok, et notamment réduire les délais de nos stocks, parce que pour stocker, il faut acheter, et pour acheter, on paye. Donc mes achats vont augmenter et mes décaissements vont augmenter. Ok? Ou sinon, si la trésorerie est négative sur une partie courte, sur un délai, sur le temps est très important, sur une période pas trop longue, on peut négocier des concours bancaires, donc des facilités de caisse qui sont très coûteuses pour l'entreprise en termes de charges d'intérêt. Ok? Ou sinon, si la trésorerie est négative sur plusieurs périodes de l'année et que ça s'enfonce, nous serons dans l'obligation d'aller négocier un emprunt bancaire si l'entreprise peut se le permettre et donc son taux d'endettement n'est pas assez élevé, ou sinon faire une augmentation de capital et faire appel à l'épargne publique pour disposer d'argent. Donc ça c'est la partie recommandation. Maintenant, la démarche budgétaire a des limites. Quelles sont les limites de la démarche budgétaire? On a dit que la démarche budgétaire dépendait principalement de quoi? De données chiffrées prévisionnelles. Excusez-moi. Cela signifie que je me base sur des prévisions. Donc, s'il vous plaît, appel à tous les dirigeants d'entreprise, appel à tous ceux qui mettent en place la démarche budgétaire, essayez de valoriser vos budgets sur la base d'estimations proches de la réalité. Je m'explique. Ne surévaluez surtout pas vos ventes. Et ne sous-évaluez surtout pas vos achats et autres charges. Pourquoi? Parce qu'en surévaluant les ventes et en sous-évaluant nos achats, la situation serait éventuellement parfaite. Et je me dis que c'est parfait, c'est magnifique, c'est extraordinaire. Je dors, arrivé au mois de février, au mars, hop, j'ai une trésorerie négative, je suis en cessation de paiement. Ah, je dois aller courir, appeler mon banquier s'il vous plaît, j'ai pas de quoi payer les salaires ce mois-ci. J'ai un chèque d'un fournisseur qui va tomber, j'ai une traite qui va tomber, j'ai une lettre de crédit ouverte, trouvant les solutions, etc. Et on commence à travailler dans la course contre la montre pour pouvoir honorer les engagements.
s'il vous plaît, ne surévaluez surtout pas vos ventes et ne sous-évaluez surtout pas vos achats. C'est la meilleure manière d'atteindre des budgets ou là d'arriver à avoir des estimations proches de la réalité. Quatrième point, et rapidement parce que je pense que j'ai assez tardé et qu'on est en fin de semaine, même si on ne parle plus parler de week-end parce que tous les jours se ressemblent. Les budgets sont établis à partir de prévisions. Ok? Qu'est-ce qu'on va faire une fois arrivé aux réalisations? J'ai budgétisé en novembre, janvier. Je suis à janvier. Il y a un écart. Ça veut dire quoi un écart? Ça veut dire qu'il y a une différence entre ce que j'ai budgétisé et ce que j'ai réalisé. Il faut devoir le prendre en considération, ok, et le calculer et l'imputer sur mon budget prévisionnel de février parce que tout simplement il sera impacté. Ça veut dire quoi un écart? Il existe, allez, je vais résumer les écarts en deux types. Un écart sur le volume ou un écart sur le prix. Ok? L'écart sur le volume. Par exemple, j'avais budgétisé tout à l'heure des ventes de 1000 unités en janvier. J'en ai vendu 1200. Là, j'ai vendu plus. L'écart est positif. Donc, c'est un plus pour l'entreprise. J'ai vendu 1200, mais je les ai vendus à 1000. Donc, il y a un écart juste sur le volume et pas sur le prix. Imaginez que j'ai vendu 1200, mais au lieu de les vendre à 1000, je les ai vendus à 950. Donc, il y a un écart sur le volume et un écart sur le prix. Je calcule l'écart global et je vois est-ce que l'écart est positif ou est-ce qu'il est négatif. S'il est en plus, il est positif. S'il est en moins, il est négatif. Quand il s'agit des ventes. Alors, de la même manière, j'ai acheté en volume plus que ce que j'avais budgétisé. Attention, j'ai acheté en plus. Donc, l'écart là, il est négatif. Pourquoi? Parce que c'est une charge et la charge est décaissée. Ok? Ou par exemple, je peux avoir un autre type d'écart. J'entame ma production et pour fabriquer ce produit, je consommais 12 minutes de main-d'œuvre. Il m'a pris 16 minutes. Ah, c'est un écart. Pourquoi? Parce que j'ai pris en volume. J'ai pris plus de temps. Alors, non seulement il m'a pris 16 minutes, mais les 16 minutes étaient par exemple à 45 dirhams de l'heure. Aujourd'hui, elles sont à 47 dirhams de l'heure. Donc, il y a aussi un écart sur le prix. Ok? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est qu'il faut analyser ces écarts. Pourquoi? Parce qu'on a dans le management prend en considération énormément le risque. Le risque. Ok? Il y a la notion de risque. Et donc, étant donné que nous travaillons sur des estimations, ok, nous avons réalisé nos budgets en fonction de données chiffrées prévisionnelles estimées. Le risque temps a fait que finalement mes réalisations sont différentes de mes prévisions. Je dois calculer les écarts et les imputer sur les mois à venir. Pourquoi? Parce que finalement ma trésorerie finale de janvier va changer. Donc automatiquement ma trésorerie initiale de février va changer, etc., etc., etc. Et l'analyse de ces écarts aussi permet de mieux préparer les prévisions de l'année prochaine, etc., etc. Je pense qu'on a fait le tour. J'espère que ce cours vous a été et vous sera utile pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. N'hésitez surtout pas à m'envoyer des messages. Je vous répondrai avec le plus grand des plaisirs. Be safe, stay home, love you guys, see you next time et Allah ma'ana. À bientôt, ciao.